Pour cet épisode 208, nous avons enregistré avec l'ami Étienne et son micro lui a fait quelques petites bêtises. Alors, vous allez peut-être entendre des fois des moments où l'enregistrement semble un petit peu bizarre, mais pour tout vous expliquer, lorsque l'on enregistrait avec Teams, le micro d'Étienne provoquait d'étranges grésillements et on avait du mal à le comprendre avec Cassim. Alors, parfois il y aura des hésitations, des blancs, qui seront sûrement en partie gommés au montage, mais vous pouvez peut-être repérer quelques incohérences, enfin en tout cas quelque chose qui ressemble à des incohérences, donc veuillez ne pas nous en tenir rigueur. C'est dû tout simplement à un petit souci technique, donc on espère que ce sera le premier et le dernier de cette importance. On compte sur votre indulgence et on vous dit à bientôt et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Lifestyle, le podcast qui vous parle Valais ensoleillé, jeux en boîte et transcription audio en surface du haut. Nous sommes ce soir le jeudi 11 juin 2021 et c'est l'épisode 208 de Lifestyle. Ce soir avec moi pour discuter de cette folle actualité, j'ai le plaisir d'accueillir Cassim, comme très souvent. Salut Cassim. Salut. J'ai cru comprendre que tu avais une actualité très chargée ces temps-ci, que oui, ça se bousculait au portillon. Je risque de bâiller un peu pendant cet épisode. Tu penseras à passer en mute. Et à côté de toi, pour faire le troisième compère, non, ce n'est pas Florian qui est là ce soir, c'est Étienne qui est là ce soir. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Étienne, un fidèle de Lifestyle depuis presque le début, quasiment. Au moins. Voilà par là. Donc Étienne, ce soir on va parler Windows, du nouveau Windows, on va parler d'un nouvel appareil qui devrait sortir et on parlera jeux vidéo avec une annonce des annonces qui ont été faites hier, ça te va ? Ouais, ça marche très bien. Je vous propose d'attaquer sans plus entendre avec cette première partie sur Windows. Alors Cassim, on pourrait utiliser la formule classique Windows 10 est mort, vive Windows, ou comment dire Windows 10 est mort, vive Windows 11. Est-ce que tu penses qu'on peut utiliser ça pour parler des indices qui ont fusé à travers l'écosystème Microsoft, de tout ce qui fait penser que c'est la fin de Windows 10 pour un nouveau Windows 11 ? Oui, là, tu t'évoques en fait ce qu'on appelait jusqu'à présent la mise à jour Sun Valley, qui va a priori donc s'appeler Windows 11. Je trouve ça, voilà. Donc Windows 10, c'était sorti en 2015 et a priori, donc 6 ans après, c'était censé être la dernière version de Windows. Windows serait perpétuellement mise à jour. Et finalement, on arrive à Windows 11. Alors, il y aurait peut-être des choses à redire sur ça. Peut-être que Windows 11 n'est qu'une simple nouvelle mise à jour de Windows 10. Et c'est fort possible que, par exemple, la mise à jour soit gratuite, que ce ne soit pas vraiment un nouveau système complet comme on connaissait avant quand on changeait de nom. Un peu comme macOS, qui est passé de macOS 10 à 11 il n'y a pas très longtemps. Mais sans que ça change complètement non plus tout derrière. En fait, on achèterait Windows et on aurait la version 11 de Windows, mais on aurait perpétuellement la nouvelle version. C'est ça, et on serait toujours dans la continuité, on réinventerait pas non plus la roue. Je pense qu'ils vont avoir quelques petits changements. J'espère qu'ils vont le justifier quand même s'ils changent le nom de Windows. On serait quand même dans la continuité de Windows 10, on serait pas non plus dans la rupture complète. Moi, je me demande aussi si, du coup, la mise à jour, le nom Sun Valley, ils pourraient pas le garder pour donner un nom encore, tu vois, qu'on ait Windows 11 Sun Valley, l'année prochaine peut-être Windows 12 autre chose, Windows 13 machin, pour un peu renforcer ce titre tout en restant à chaque fois la vraie base c'est Windows, c'est toujours Windows que tu mets à jour et chaque petite année a son propre nom quoi. Alors ça, Cassim, c'est un petit peu ce que fait Mac, tout simplement, avec ses versions, parce qu'il y a Sierra, il y a je sais pas quoi, là. Oui. Les versions de macOS ont un nom en plus du numéro de version. Oui, c'est ce que faisait Android aussi pendant longtemps. Enfin, ça arrive souvent dans les logiciels que je sais qu'Ubuntu aussi a des noms. Chaque numéro de version a un nom cosmique. Je sais plus quoi, Bandicoot. Enfin, c'est avec des noms d'animaux. Je me rappelle plus. D'animaux, ouais. Sud-africain, je crois. C'est ça.
Donc ils les nomment aussi leur version. Donc pourquoi pas Windows après tout, ils auraient tort de se priver. Bon, on verra bien. Bon, après ça reste juste un nom. Je vais juste rappeler rapidement peut-être pourquoi on pense que ça va s'appeler Windows 11. Dehors du fait que à peu près tous les journalistes sur Microsoft sur la planète sont en train de dire que ça va s'appeler Windows 11. Visiblement, en fait, si tu pars du principe que ça va s'appeler Windows 11, tu peux commencer à aller chercher les éléments de teasing de la part de Microsoft et te dire ah oui, là peut-être qu'ils essayent d'évoquer ça, machin. Donc dans l'invitation officielle de la conférence du 24 juin, où on devrait en apprendre plus du coup justement sur le futur de Windows et a priori donc sur Windows 11, on a une belle invitation avec une belle fenêtre animée d'ailleurs où on voit une sorte de soleil, donc un peu Sun Valley justement, le soleil sur la vallée, qui passe à travers une fenêtre en forme de logo Microsoft. Et cette lumière du coup fait une sorte d'ombre dans la pièce quoi, et l'ombre n'est pas coupée en 4 comme elle devrait être par le logo Microsoft, elle n'est coupée que en 2, faisant 2 grands i comme le i, enfin 2 i de le 11 de Windows quoi. Windows 11. On a aussi le fait que la conférence commencera à 11h aux États-Unis. Et on a plus récemment Microsoft qui a publié une superbe vidéo en slow fi, je sais plus quoi là, de slow motion. Non, enfin de musique ralentie à 4000%. Ils ont pris tous les sons de démarrage de Windows 95 à Windows 7, ils les ont assemblés. Et ils les ont ralenti de 4000% et ils ont balancé ça sur YouTube. Et la vidéo dure tout pile 11 minutes. Et dans la description de la vidéo, ils disent rendez-vous le 24 juin pour notre événement. Bon, voilà, c'est plus ou moins subtil, plus ou moins tiré par les cheveux. Mais on semble bien prendre le chemin d'un Windows 11. D'accord. Et puis si tu peux aussi écrire Sun Valley avec 2 chiffres 1 à la place des lettres L, comme a fait, je crois que c'était Zach Bowden ou je sais plus qui sur Twitter. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. Non, mais toujours pour participer un peu à ce teasing vers Windows 11. Ouais. Quoi. Après, il y a un petit truc aussi qui peut expliquer aussi le changement de numéro de version. C'est peut-être l'arrivée de Panos Panay à la gestion de Windows aussi. Alors, on a peut-être une manière de gérer Windows qui est complètement différente avec Panos Panay et qui fait que ça va créer une rupture de fait. Mm-hmm. Donc, si on a juste un numéro de version qui change... S'ils veulent vraiment faire des changements profonds, par exemple sur le store ou des choses comme ça, ou de politique autour de Windows, peut-être qu'effectivement, changer de nom, ça peut être le moment pour gagner une sorte de renouveau, même pour motiver les équipes, peut-être en interne, pour se donner un nouveau départ. Ça peut être une bonne idée, quoi, de se dire, bon, voilà. Ouais, mais en fait, c'est pas mal ce numéro de version. Enfin, non, pardon, ce nom de version, en plus du numéro. Comme tu disais, pour motiver, parce que tu vas donner aux consommateurs vraiment l'idée d'un nouveau produit, donc il y a besoin peut-être d'aller plus loin que ce qu'on a eu avec les mises à jour de Windows intermédiaires qu'on avait tous les semestres. Enfin voilà. Cassim, cette mise à jour, le passage de Windows 10 à Windows 11, pour monsieur et madame tout le monde, est-ce que ça va coûter des sous d'après toi ? Moi je pense que ce sera gratuit. Je pense que Microsoft a trop galéré avec les différentes versions de Windows par le passé. À chaque fois à faire payer, et justement quand ils ont adopté Windows 10 on dit bon bah là on fait gratuit parce que le but c'est d'avoir le parc installé le plus grand possible, comme ça tu peux vendre du Game Pass, tu peux vendre des jeux etc, des services, les Microsoft Office et compagnie, comme ça hop t'es sûr que t'as le plus possible de monde qui utilise la dernière version de Windows. Et je pense que en fait même quand tu gratteras derrière la surface, je pense que Windows 11 aura encore toutes les marques d'un Windows 10 ++ quoi. Ouais, ça sera juste l'habillage marketing qui s'appellera 11. Ouais, un peu comme le passage 8 à 10, quoi. Oui, c'est vrai. Non, un peu. Je comprends ce que tu veux dire. Après, Windows 10 avait quand même une vraie nouvelle version de kernel et tout pour essayer de... tu vois, il y avait DirectX 12 et tout. Ils ont essayé un peu de faire écran quand même. Après, en fait, t'as raison dans le sens où... même depuis Windows Vista, on est sur des itérations plus ou moins du même OS avec des changements profonds quand même entre chaque version. Mais globalement, depuis Windows Vista, on n'a pas révolutionné le noyau de Windows et les changements profonds de l'OS, quoi. Ouais, Florian te dirait que c'est toujours les anti-kernel, quoi. Ouais. Avec des mises à jour, quoi. Bon, ben alors là-dessus, je pense qu'on peut passer. Donc Windows 11, on devrait avoir plus d'informations. Tu en as parlé, Cassim, le 24 juin. Donc tu as parlé de 11h, heure des États-Unis. Je crois que c'est 17h, heure française, heure de Paris.
Je l'ai plus en tête, mais oui, ça doit être quelque chose comme ça. On précisera, je pense. Mais oui, il me semble que c'est 17h. Ouais. Et par contre, ce Windows 11, alors on a déjà eu pas mal de fuites par rapport à ce qu'on pourrait y retrouver, en tout cas dans la nouvelle version de fin d'année, parce qu'on l'a pas dit, mais ce Windows 11, on devrait le retrouver d'ici à la fin de l'année. Et on peut se demander qu'est-ce qu'on va y trouver dedans, parce que si c'est qu'une version marketing, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir plein de choses. On espère que ça va être une vraie mise à jour majeure. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas encore grand-chose parce que Microsoft a complètement arrêté de publier des builds dans le programme Insider pour Sun Valley. Donc du coup, publiquement, il y a très peu d'informations finalement sur Sun Valley et on a l'impression vraiment qu'ils gardent tout le secret pour l'événement et potentiellement pour après balancer une build très rapidement derrière en développeur preview. Pour très rapidement faire tester aux fans d'un coup toutes les nouveautés et faire une sorte de grosse version bêta comme on avait pu avoir à l'époque pour d'anciennes un truc un peu plus réjouissant que disséminé au fur et à mesure des builds, mais d'après pas mal de bruit de couloir et de préparation, il devrait y avoir pas mal de nouveautés. Avant d'oublier, je voudrais mentionner que par exemple à la fin de l'année, Intel va sortir une nouvelle génération a priori de processeurs et qui vont changer complètement d'architecture interne. Et a priori, ce serait Windows 11 qui serait paré pour cette nouvelle gestion d'architecture. En fait, les processeurs Intel, je vais pas trop complexifier la discussion, mais vont se rapprocher de ce qui se fait chez ARM. En gros, vous savez que les processeurs, aujourd'hui, ils ont plusieurs cœurs pour faire travailler plusieurs choses en parallèle. Et bien, en fait, jusqu'à présent, les processeurs Intel, tous les cœurs étaient identiques. Et là, avec les nouvelles générations, ils vont passer sur des architectures un peu plus hybrides où tu auras des cœurs très performants pour quand tu as vraiment besoin de beaucoup de performance et de monter des vidéos et tout ça. Et des cœurs beaucoup plus basse consommation quand ton PC il est en veille, quand tu navigues sur le web ou des choses comme ça. Et en fait, ils vont vraiment avoir cette architecture hybride pour s'adapter selon les usages et à la fois proposer plus d'autonomie et proposer plus de performance. Et le problème, c'est que Windows, aujourd'hui, ne sait pas faire la différence entre les cœurs, a priori. Il les traite tous de la même façon, ils sont tous équivalents. Pour lui, c'est des files d'attente un peu équivalentes en termes de planification des tâches. Et donc, il va falloir lui apprendre à faire la différence entre plusieurs types de cœurs. Et a priori, ce serait Windows 11 qui introduirait cette gestion. Donc ça, c'est pour la partie technique, mais c'est déjà une nouveauté qui peut être intéressante et qui peut justifier de distinguer un peu les versions entre elles pour dire non, là c'est le processeur, vaudrait mieux se diriger vers Windows 11 quoi. D'accord. Après bon, si on a toujours cette mise à jour gratuite, ça coûtera rien aux gens quand ils vont mettre à jour leur machine d'avoir cette version capable d'utiliser cette nouvelle génération de processeurs Intel. Bon, à côté de ça, Cassim, bien sûr on va avoir des icônes qui vont arriver, ça c'est rien, ça. Peut-être pour Étienne aussi, vu que t'en parlais cet après-midi sur les Slack. Les icônes, on a commencé à les voir au fur et à mesure des builds. Ils ont commencé déjà un peu à retravailler les icônes. Même dans les dernières versions de Windows 10, on a commencé un peu à les avoir, les icônes en Fluent Design. Au-delà de ça, normalement, on espère quand même une vraie refonte graphique de Windows pour le coup. Donc, des coins plus arrondis autour des fenêtres, une barre des tâches qui serait revue et corrigée, une barre de notification aussi qui devrait être complètement revue. Donc vraiment potentiellement on croise les doigts un nouvel explorateur de fichiers ou au moins un redesign de l'explorateur de fichiers actuel. Pas mal de changements qui vont te faire vraiment je pense un nouveau fond d'écran évidemment par défaut je veux dire pour que visuellement quand tu découvres un PC sous Windows 11 tu pourras pas le confondre avec un PC sous Windows 10. Ce sera je pense plein de détails graphiques mais une nouvelle application aussi, un nouveau panneau de configuration encore plus unifié mais réarchitecturé un petit peu puis avec des icônes plus colorées pour plus facilement te repérer dans la gestion. Et puis surtout plus des icônes qui datent de 1995. Un peu, voilà. C'est possible. Ou avant. Et puis quand même a priori peut-être un nouveau logo pour Windows. Alors ça, il y a plusieurs bruits de couloir un peu contradictoires, donc on verra. Je pense qu'on verra à la conférence, mais on nous parle d'un logo
qui se rapprocherait plus de celui de Microsoft en fait, donc plutôt donc 4 carrés toujours, mais en fait 4 carrés plutôt que 4 parallélogrammes, parce qu'aujourd'hui ils sont pas vraiment, c'est plutôt des quadrilatères même plutôt, si on veut être exact, et a priori il deviendrait bleu cyan, l'icône officielle, il perdrait son blanc de Windows 8, Windows 10. Toujours voilà pour marquer le coup, c'est pas non plus ça va pas révolutionner notre usage d'avoir un nouveau icône Windows, hein, on va pas se le cacher, Non, mais je pense que ça peut, j'espère que ça traduit derrière une volonté de marquer un changement philosophique quoi, de voilà, vouloir marquer vraiment cette nouvelle génération dont on parlait, ce changement d'air quoi un peu. Ouais, l'air Pénance Pané. Oui, Étienne, pardon. Cassim a dit bleu cyan. C'est le bleu Nokia? Ah là là, j'ai envie d'y croire. En fait, je me trompe peut-être en disant bleu cyan, parce qu'en fait, c'est plutôt le bleu de l'invitation qu'on a vu. Enfin, le bleu qui est sur l'invitation, c'est aussi un teasing a priori pour Windows 11. Je l'ai plus sous les yeux, mais ce serait a priori le bleu. D'accord. Non, mais j'aimerais. Tu sais mon attachement pour le cyan. Le cyan Nokia. Le cyan Nokia, donc je prends. Ouais. Ok, mais à côté de ça, quand même, il devrait y avoir d'autres choses qu'on devrait retrouver quand même dans cette nouvelle version de Windows. Donc, une meilleure gestion de la batterie pour les portables, normalement. Ouais. Bon, le nouveau menu démarrer, t'as parlé de la refonte graphique, mais on n'a pas parlé de ce menu démarrer qui devrait rechanger. Ah, tu as l'air de faire la moue un petit peu sur la vidéo. Non, mais c'est là où j'allais dire, en fait, c'est là où on commence à être un peu plus dans le flou, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de fuites finalement, ou beaucoup d'éléments visuels en fait sur ce que ça pourrait devenir. A priori, ce serait pas non plus la révolution pour le menu démarrer, ce serait pas la révolution. On parle surtout d'un menu un peu plus cohérent qu'avant, où tu ne verras plus les dossiers des logiciels comme c'était le cas depuis 95. Ce sera directement l'icône de l'application et tout le reste du dossier on vire quoi. Et tu auras que du coup. En fait, le but, c'est que quand tu démarres ton menu démarrer, quand tu ouvres ton menu démarrer, sur la partie gauche, t'es vraiment que la liste des applications pures, pas un mélange d'icônes, de dossiers, qui soient un peu plus, qui soient un peu plus nettoyés, un peu plus comme ce qu'on a finalement sur smartphone aujourd'hui, avoir juste la liste des applications, quoi. Après, oui. Après, ça va être une question d'habitude pour aller désinstaller les applications ou les programmes, de savoir où les retrouver. Oui, je pense que tu pourras faire un clic droit dessus et désinstaller, par exemple, ou ce genre de choses. Ils te proposeront des alternatives. Oui, sûrement. Bon, une nouveauté quand même qui, moi, à mon avis, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante, et je croise les doigts pour que tout aille bien, etc., c'est le nouveau Microsoft Store. Oui. C'est le changement majeur, vraiment, que moi j'attends avec Windows 11, qui a l'air vraiment, d'après tout ce qu'on sait, de prendre vraiment une belle tournure. Notamment parce qu'en interne, l'équipe qui s'occupait du Microsoft Store a été mis un peu de côté. Enfin, visiblement, l'équipe Xbox a un peu envoyé ses pions, envoyé ses hommes, régler tout ça pour un peu justement reprendre un peu le contrôle de cette situation, parce que clairement, aujourd'hui, c'est l'équipe Xbox qui subit le plus la mauvaise qualité de ce store, puisque ça empêche la progression du Game Pass sur PC, ça nuit à l'intérêt du Game Pass sur PC. Oui, donc là, faut y faire quelque chose. Non, mais clairement, et du coup, donc ce nouveau Microsoft Store, on en avait déjà parlé, mais a priori, Microsoft lâcherait les rênes un peu pour complètement autoriser déjà pas mal de logiciels, même pas du tout WP, pas du tout formaté comme on veut. Là, des vraiment, logiciels classiques. Des logiciels classiques. Moi, on me l'a décrit vraiment, ce nouveau Microsoft Store, comme se rapprochant énormément plus de Steam. Alors, évidemment pas dans l'interface, mais dans le fonctionnement, dans le côté vraiment n'importe qui peut venir et n'importe qui, et tu télécharges très vite et ça sale très bien, et le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de clé en main, propre, carré. Alors sur le catalogue d'applications ça risque d'être moins contrôlé qu'avant, mais en même temps j'ai envie de te dire que si tu traînes dans le Microsoft Store aujourd'hui et que tu cherches des applications, honnêtement c'est pas... c'est-à-dire que non, mais tu cherches des trucs genre Chrome. Pas du temps à perdre. Non, mais c'est... Ouais, et puis tu tombes sur des trucs qui sont pas ouf, hein. Tu tombes sur des applications payantes. Voilà, je cherche Chrome, exemple en direct. Je tombe sur Google Chrome User Guide, qui coûte 5 € au lieu de 10 €.
Et ça, il y en a genre 5 ou 6 d'affilée. Et je pense que Microsoft préférerait que... Alors certes, ils vont peut-être autoriser des mauvaises applications sans faire exprès, mais au moins ils autoriseront potentiellement plutôt le vrai Google Chrome si Google s'y met. Ce qui, si on leur donne aucune contrainte, je vois pas pourquoi ils se refuseraient à être sur le store, a priori. Ça leur permet de gagner des parts de marché. Oui, voilà. Et du coup, fatalement, Google Chrome, là, le moteur de recherche pourrait aller trouver le vrai en premier, et au moins t'aurais le vrai plutôt que des faux, plutôt que cette situation actuelle, quoi. Donc je pense vraiment que c'est pour le mieux. J'ai gros espoir que c'est quand même pour moi un des défauts majeurs de Windows 10. C'est le point noir de Windows 10. On est d'accord. Du coup, j'espère vraiment que ce Microsoft Store va régler les problèmes et va au moins offrir au moins la possibilité, je pense, à terme, que quand tu démarres une nouvelle machine sous Windows 10 à 9, tu puisses te contenter du store pour aller chercher tes applications préférées et ne pas avoir à chercher une par une sur Google les applications Audacity et compagnie à les télécharger, quoi. C'est clair. Mais on en avait parlé, quelque chose qui se rapproche un petit peu de Chocolaté ou de Ninit, voilà, des outils qui sont bien pratiques. Après, t'as parlé justement, quand tu as une machine neuve, il semblerait que cette nouvelle version de Windows permette de désinstaller plus facilement tout ce qui est application préinstallée. Ouais. Donc pour faire le ménage, avoir moins de crapware, comme on dit, sur la machine au lancement. Après, il y a l'ajout des widgets. Alors ça, j'attends de voir un petit peu. Je suis assez sceptique sur l'utilisation des widgets. Je sais pas ce que vous en dites tous les deux. Le retour de Windows Vista, quoi. Non. Ouais. Enfin, je l'ai pas beaucoup aimé Windows Vista, hein, je t'avoue. Ah, la fameuse barre à droite avec l'horloge et tout ça. La barre, un tiers de l'écran, oui. oui, c'est vrai. Ça dépend. C'était l'époque de la transition vers les écrans larges. Fallait y passer, quoi. Mais oui, on est d'accord que. Tu le lançais et puis après tu le fermais. Ouais, c'est joli. Non, il y aurait aussi. Alors peut-être ça irait avec les widgets. A priori, ce serait une version de. On aurait le retour de la tablette. A priori, cette version serait beaucoup plus optimisée pour une utilisation tablette. On nous parle, en plus des widgets, on nous parle aussi d'un menu qui serait que tu appellerais. Vous vous souvenez de la charm bar de Windows 8, cette barre qu'on appelait depuis la droite de l'écran. Voilà. Alors là, ça serait à gauche cette fois. Mais ce serait la même chose, c'est tu glisses depuis le bord depuis l'extérieur de l'écran même, tu glisses et en fait il y aurait ce menu qui apparaîtrait. Alors du coup, quand on me dit ça, j'ai plutôt l'impression que du coup à la souris ça n'existerait pas vraiment. Donc on verra bien. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui serait plutôt réservé aux tablettes en tout cas. Aucune idée de ce qui paraît par contre qui serait dans ce menu. Je n'ai vraiment aucune idée. Mais ça me laisse penser que Microsoft, notamment si c'est pas Nospane derrière et que lui, quand même son bébé c'est Surface, il en a peut-être marre aussi. C'est clair. Je pense qu'il a peut-être envie que sa tablette soit utilisable, quoi. Et il en a peut-être marre un peu du Windows qu'on lui a refilé, quoi. Toutes les machines ont le tactile sur leur écran. C'est totalement stupide d'avoir pu utiliser le tactile pratiquement avec Windows 8 et de ne plus pouvoir le faire avec Windows 10. Moi, clairement, j'ai complètement arrêté ça m'a fait complètement reculer sur le tactile sur Windows, quoi. Ouais, mais je comprends. Moi, je l'utilise toujours, mais beaucoup plus en fait le stylet que le tactile au doigt. Donc voilà. Et puis il y a une nouvelle chose. Il y aurait des nouvelles API liées aux jeux vidéo aussi qui arriveraient sur Windows 11. Donc ouais, là aussi plus à destination des développeurs. Ouais, là aussi, je pense que ça va peut-être aller avec le nouveau Microsoft Store aussi, une opération un peu séduction pour les développeurs de jeux. On verra bien là, aucune information non plus. Mais tout ça mis bout à bout, on comprend qu'on a quand même affaire à quelque chose d'un peu plus important qu'une simple mise à jour annuelle de Windows 10 comme on a pu en avoir ces dernières années, quoi. Faut avouer. C'est pas la mise à jour la créative, je sais plus comment elle s'appelait, la créative, je sais pas quoi là. Ouais, la Creators Update. La full Creators Update, c'était la meilleure celle-là quand même. Ouais, où on a vu Paint 3D, machin, tout ça. Bon, là, c'est vrai que ça sera peut-être un peu plus intéressant, ça sera peut-être moins visible sur certains points, mais plus intéressant dans la pratique au quotidien. J'ai aussi l'impression, quand je liste les nouveautés comme ça, j'ai l'impression aussi que c'est Microsoft qui a beaucoup voulu écouter les utilisateurs, en fait, ce qui allait pas, et pas faire semblant d'écouter les utilisateurs, mais vraiment répondre point par point à tout ce qui est critiqué sur Windows aujourd'hui, la cohérence graphique, le store, etc. Et y aller point par point pour répondre, et j'ai l'impression de voir un peu la stratégie Xbox il y a quelques années
quand ils ont un peu listé leurs problèmes, quoi. Ils ont dit bon bah il nous faut une console puissante, il nous faut machin. Et j'ai l'impression de voir un peu la même philosophie où on arrête de faire les idiots, on arrête de mettre la tête dans le sable et on s'y met et on corrige le produit, quoi. Enfin, il me tarde de le tester, voilà. Ouais, moi, il me tarde qu'il l'annonce aussi. Oui, qu'il l'annonce, t'as raison, qu'il l'annonce d'abord dans un premier temps, puis ensuite de le tester, quoi. Ouais, clairement. De passer une machine en développeur en preview. Voilà, là clairement, je vais repasser en alpha, y a pas de souci, là, je teste. Je crois que ma surface, elle va passer là-dessus aussi. Voilà. Bon, ok. Bon, et toi, Étienne, aussi ? Tu passes une machine là-dessus ? Le gros PC est sous Insider, donc on verra. D'accord. Ah. Mais insider dev ou insider pseudo-insider? Release preview comme moi. La dev, la dev. La vraie. Vu que j'ai des icônes que Guillaume n'a pas, donc oui. C'est ça. Ouais, avant vous parliez de Sun Valley, mais ça me faisait penser à ce que Florian disait, que souvent les builds de Windows, elles avaient des noms de villes aussi. Il y avait Chicago, il y avait Londres, les combats. Ça peut continuer, quoi. Les noms de code de Microsoft ne passent pas. Faudra mentionner que on espère qu'ils amélioreront le Bluetooth. C'est vrai. Mais ça avait été dit aussi. On aurait pu avoir les deux casques qui apparaissent. Ouais. Bon. Alors, pour passer à la suite, on va partir sur une partie plus Microsoft avec une petite information technique. J'ai vu ça m'a fait doucement rigoler. En fait, ça vient de ZTE qui a lancé un capteur optique en plusieurs parties sous l'écran. Et Microsoft a déposé une demande de brevet pour faire la même chose, mais avec 4 capteurs qui formeraient le logo Microsoft sous l'écran. Et ça permettrait d'avoir 4 capteurs, donc un capteur par couleur. Et comme ça permet de... Alors ça, c'est un capteur à selfie, hein, je traîne dans l'explication. Mais on aurait ce capteur qui ferait le logo Microsoft tout simplement sur votre écran à la place du notch. Donc c'est une technique qui est pas inintéressante, qui est assez amusante et qui irait très bien sur des appareils Surface. On est d'accord là-dessus. De toute façon, il n'y a plus de téléphone, de vrais téléphones. Pardon. Des vrais, peut-être que si. Alors déjà, moi je trouve que ce serait effectivement... C'est rigolo. En plus, du coup, que tu l'as dit, ça fait vraiment le logo Microsoft dans le sens où chaque capteur a sa couleur. Bah oui. Et du coup, c'est très logique pour justement faire du RGB yellow, qui est aussi ça s'utilise dans les capteurs de smartphone, les 4 couleurs en fait. On est habitué au RGB la plupart du temps. Le yellow a vachement été aussi ajouté sur certains smartphones. Je crois que c'est Huawei notamment qui fait ça pour améliorer il me semble les couleurs, mais pour désaturer en fait, je crois. D'accord. Pour avoir des couleurs plus réelles, enfin plus réalistes, oui, peut-être. C'est ça. Et donc, oui, parce que ça partait trop dans le bleu de mémoire. Et donc, il rajoute du yellow justement pour contrebalancer. Pour contrebalancer, ouais. Ok. Mais du coup, tu me tendais une perche, je sens, et que tu voulais que j'embraye sur mon vrai téléphone, c'est ça ? C'est ça. Alors, le mot vrai téléphone, c'est vrai que ça resterait pour moi un Windows Phone. Mais bon, il faut bien se contenter de ce qui reste. Oui, Étienne, je sais que tu utilises toujours ton 950. Oula. Voilà. Ouais, il est là, hein, il est tombé, mais il est là. Un irréductible. Qui passera à Windows 11. Est-ce qu'on doit demander à Microsoft si le 950 passe à Windows 11 ou... Ça serait sympa pour les derniers. Donc Cassim, plus sérieusement, cet appareil, ce capteur, on pourrait l'avoir sur un Surface Duo numéro 2. Deuxième génération. Alors du coup, quand même, déjà la première surprise, c'est quand même que Microsoft donc ne va pas abandonner les smartphones, on n'a pas lancé un seul smartphone en se disant on essaye, ok, ça sera complètement, on arrête. A priori, donc ils auraient l'intention, en tout cas aujourd'hui ils travaillent dessus. Bon, évidemment, à chaque fois, ça peut être annulé, ça peut, voilà. Bon, j'imagine que maintenant, quand même, on n'est plus au changement de stratégie de l'ère Nadella du début, où ça changeait un petit peu tous les mois. J'imagine quand même que s'ils font travailler une équipe sur un nouveau Surface Duo, c'est quand même pour le commercialiser, j'espère. Sinon, c'est quand même... C'est sûr. Donc, on parle d'un smartphone qui serait prévu pour la seconde moitié de l'année. Tiens donc, peut-être... Mais pour le lancement de Windows 11, tu veux dire? Écoute, peut-être, je vois bien un deuxième événement à l'automne, Panos Panay qui revient sur scène pour nous présenter un Surface Duo, son Surface Pro, tu vois, et un peu la famille Windows 11, la jolie famille.
Je vois bien ça. En tout cas, là pour l'instant, on a donc ce Surface Duo 2 dont le nom de code est Zeta. D'accord, pourquoi pas. Donc, dont la sortie serait prévue pour septembre-octobre. Alors, septembre-octobre, quand même, ce serait ambitieux parce que ça les placerait en concurrence frontale avec le nouvel iPhone et le nouveau Pixel de Google. Mais surtout le nouvel iPhone. Bon, le Pixel de Google, on s'en fout un peu, mais le nouveau. Bah, c'est pas non. Non, mais t'as raison. Au niveau actualité, popularité. Microsoft, voilà, tout le monde s'en fout. Par contre, l'iPhone, là, n'en déplaise, voilà, même si qu'on aime ou pas Apple, force est de constater que l'iPhone, c'est le smartphone le plus vendu au monde, donc. C'est la référence. C'est la référence du marché, donc quand tu te lances le même mois, c'est quand même pas forcément très simple non plus. Mais ouais, ou c'est que t'as de sacrées ambitions. Ça, et puis que ton produit est quand même relativement différent de ce que propose l'iPhone, donc ma foi, pourquoi pas. Alors, ce Surface Duo 2, on n'a aucune info sur son design vraiment, ou de caractéristiques vraiment très précises, on n'est pas là encore au stade des fuites, mais ce qu'on comprend du projet, en fait, c'est clairement de faire la version revue et corrigée du Surface Duo 1. Très logique pour une version 2 d'un produit, c'est toujours la version un peu sur laquelle tu viens corriger tous les défauts de ta première génération, parce que ta première génération avait plusieurs années à être développée, le temps que tu trouves ton design, etc. Après la deuxième génération, tu peux itérer beaucoup plus vite et aller améliorer tous les éléments. Donc on vient corriger un peu tous les défauts là encore. Donc on aurait par exemple le NFC qui trouverait sa place dans ce Surface Duo 2 alors qu'il était absent de la première génération. Ça, c'est important pour les paiements sans contact. On aurait surtout un appareil photo qui serait beaucoup plus compétent, nous dit-on, donc ce qui va pas être difficile. Parce que non. Alors, ce qui est malheureux, c'est qu'a priori, ça se ferait au prix, mais logique, d'une petite Boss. Alors, à voir comment ils adapteront le design, mais non, mais c'est logique. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible de faire un bon appareil photo sur smartphone, surtout avec un truc aussi fin que le Surface Duo, sans créer une protubérance, quoi. Bah non, mais c'est clair. Il y a un moment, si tu veux un bon appareil, faut. C'est de la physique, quoi. C'est de la physique. De l'optique, ouais. Donc, c'est les lois de la physique, c'est comme ça. À l'intérieur, on aurait aussi, si vous vous souvenez, le Snapdragon qui était à l'intérieur du Surface Duo était pas mauvais, mais c'était un Snapdragon qui avait 2 ans de retard, à peu près, 1-2 ans de retard. C'est ça. Donc c'est pas qu'il était mauvais, mais que du coup pour le prix demandé forcément ça faisait grincer des dents. Là on aurait la dernière génération en date, c'est-à-dire le Snapdragon 888 qui est la génération de cette année, et ça permettrait aussi au smartphone d'intégrer la 5G, parce que c'était quand même aussi un autre gros manque, mine de rien, quand tu investis plus de 1000 euros dans un smartphone. C'est quand même dommage. 500 euros je crois. C'est quand même dommage, c'est pas compatible 5G quand même. Là encore, oui, la 5G n'est pas forcément ultra utile aujourd'hui, mais forcément... Non, mais à ce prix-là, il le faut, quoi. Il y a un moment, faut pas rigoler. C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment les éléments sur lesquels... j'ai pas dit, mais c'est Windows Central qui nous informe un peu de tout ça. Ils suivent évidemment la chose de très près. Le dernier élément, c'est sur le design. Il y a eu un brevet qui a été publié il y a très peu de temps, qui a fait un peu le tour du web, où en gros Microsoft présentait un Surface Duo avec une sorte de pied ajustable façon Surface Pro. Sauf que d'après Windows Central, ce design, c'est pas du tout prévu pour le Surface Duo 2, donc on oublie. C'est juste, voilà, c'était pour prévenir. Si vous avez peut-être vu cette news, c'est pas du tout prévu pour ce Surface Duo 2 a priori. Peut-être pour une autre version plus tard, mais pas pour celui-là. Mais sinon, pas beaucoup plus d'informations sur le téléphone en lui-même. Je pense qu'il faudra attendre plus tard dans l'année pour quand il commencera à rentrer en production de masse. C'est à ce moment-là que les fuites dans les smartphones arrivent, parce que le téléphone est produit depuis la Chine, tu peux facilement avoir des fuites. Donc on verra plus tard dans l'année, mais c'est un bon point de départ, j'ai l'impression, pour ce projet. Puis ça arrive vite finalement. Je pensais pas qu'il arriverait aussi vite. Ben moi non plus, parce qu'en France il est sorti en février-mars là le Duo. Ouais. Oui. Donc il a dû sortir vers novembre aux États-Unis si je me souviens bien. Ouais, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire un an, une nouvelle génération d'appareils. C'est pas, enfin je trouve ça relativement rapide, parce que Surface ils nous ont habitués des fois à tourner un petit peu, tu vois, le Surface Studio sur 18 par mois exemple. Quasiment. Ouais. 18-24 mois, ouais. Donc je trouve ça un peu étonnant, mais en même temps le marché des smartphones va plus vite aussi que le reste des autres les autres marchés, donc ça me semble logique aussi.
Après, ils ont peut-être pas eu ils ont pas eu des super retours de la presse sur Non, le Surface Duo tout court, hein. Donc il y avait besoin peut-être de regagner une image de marque là-dessus. Oui, clairement, peut-être de trouver. Après, si on prend un concurrent, par exemple Samsung, Samsung a eu exactement la même chose avec le Galaxy Fold, qui était donc leur smartphone pliable, qui était un peu prototype pour la première génération, prototype très cher, mais prototype quand même, très early adopter quoi. Et la deuxième génération est venue carrément corriger tous les défauts et d'un coup est devenu un excellent smartphone, toujours très cher certes, mais au moins c'était vraiment la vitrine technologique qui méritait son nom quoi. Là peut-être on a aussi cette volonté là de venir rapidement proposer quelque chose qui met un peu les choses à l'endroit quoi. Ah ouais. Et qui montre en quoi cet appareil a vraiment quelque chose d'innovant par rapport à toute la concurrence. Ouais. On peut espérer qu'Android aussi soit vraiment adapté et pleinement fonctionnel pour ces deux écrans. Ouais, c'est vraiment, oui, là aussi, c'est quelque chose sur lequel ils vont devoir travailler parce que, notamment sur leur suivi, parce que je sais que sur Surface Duo 1, les gens étaient plutôt déçus du suivi d'Android. Déjà, il est encore sous l'ancienne version d'Android actuellement. Ouais. Il n'a toujours pas eu la mise à jour qui est sortie en septembre dernier, d'Android, j'entends. Bien sûr. Donc il serait temps, et puis même les mises à jour de sécurité et tout ça, ils sont pas aussi efficaces que Samsung ou Google, donc j'espère qu'ils vont gagner en efficacité aussi en suivi logiciel. Voilà. Mais on imagine que les tarifs vont toujours être relativement prohibitifs sur cet appareil. Oui, bah, Faut ça va être pas 1500 imaginer euros, le quoi. voir à 300 ou 400 Oui, euros. il est à 400 euros. Ça, Sinon, faut rajouter un 1000 devant. Oui. Et Étienne, le 1, tu il disais est pas à 400 euros. Il va y avoir du Itinéris. montage dans cet épisode, moi je vous dis. Alors, on va laisser le Surface Duo pour la fin de l'année, alors pour septembre ou plus tard pour Noël, si vous voulez vous faire gâter. Et on va passer à la partie Xbox et jeux vidéo, parce qu'il y a de quoi dire. Alors, Cassim, je ne savais pas et j'ai découvert, c'était cet après-midi, qu'il y a eu une belle conférence Xbox hier et que Microsoft a bien communiqué sur l'avenir un petit peu du jeu dans leur écosystème Microsoft. Alors, je dirais pas, enfin Xbox, je sais pas s'il faut dire Xbox avec xCloud ou si on dit Microsoft. on peut dire quand même Xbox, c'est la marque Xbox au sens large, mais oui, c'est clair, il y a eu très peu d'informations finalement sur les consoles. Là, c'était vraiment très le Game Pass et au-delà de ça le cloud gaming. Donc ils ont multiplié les annonces. Nous on a eu vraiment 1 heure de conférence alors que Microsoft a décidé de ne pas diffuser. Moi je trouve ça un peu dommage parce que là pour le coup c'est une sorte de table ronde où Phil Spencer, donc le patron d'Xbox, invite tour à tour plusieurs cadres de son groupe quoi, pour expliquer un peu la stratégie. Alors c'est très corporate finalement, enfin très effectivement ça vend pas beaucoup de rêves, c'est pas une conférence jeux vidéo voilà, avec beaucoup où on bombe le torse etc, mais peut-être juste le publier comme ça sur YouTube sans faire de pub autour, je trouve aurait été peut-être sympa. Bon après je comprends aussi le côté peut-être de pas vouloir se faire juger sur ça, alors que c'est vraiment effectivement très business et il y a aucune annonce jeu concrètement. Bon ça c'est pour le cadre. Concrètement du coup ce qu'ils ont annoncé quand même par contre c'est très sympa, puis ça préfigure vraiment c'est vraiment Microsoft qui met tous ses pions en place pour la partie qui s'annonce pour les années à venir, les mois à venir là. Donc déjà ils ont clairement misé sur un cloud gaming qui désormais fonctionnera partout le plus possible pour viser le monde entier et tous les pays du monde et le plus d'endroits dans le monde possible, le plus de monde possible. Cela passe notamment par l'arrivée sur les téléviseurs. Alors, en premier lieu, les téléviseurs connectés. Donc, ils ont annoncé clairement qu'ils étaient en discussion avec des fabricants de télé. On imagine peut-être une arrivée aussi sur Android Télé. Déjà, est-ce que ça, c'est pas un truc... déjà, ça peut être potentiellement très intéressant, quoi. Donc moi je disais que le coup de la télé c'était super intéressant et c'était une autre manière d'aborder le jeu vidéo dans le futur. Et par rapport à ça, donc il va y avoir le souci des télés connectées qui disposent du Bluetooth également. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire au niveau de la difficulté d'appairer ta manette tout bêtement. Alors oui, je fais oui de la tête du coup, mais maintenant tu me vois plus. Oui, je suis tout à fait... Oui, non mais tout à fait, t'as tout à fait raison. Donc déjà j'ai hâte de voir s'ils vont pas signer des partenariats privilégiés avec certaines marques peut-être
avec par exemple Samsung. Et justement, est-ce que ce partenariat privilégié, j'ai eu l'idée complètement aujourd'hui au hasard, mais peut-être ça permettrait d'intégrer le protocole Wi-Fi Xbox en fait pour être compatible avec les manettes Xbox nativement, un peu comme de mémoire c'était le Surface Book et le Surface Studio qui intégrait aussi ce protocole pour pouvoir brancher directement la manette, la connecter sans fil, mais sans passer par le Bluetooth, c'était beaucoup plus efficace. À défaut, on espère oui que les futures télés ou les télés connectées en tout cas seront équipées du Bluetooth pour brancher n'importe quelle manette de façon classique quoi. Et moi j'ai une question Cassim, est-ce que tu penses que Sony va jouer le jeu et fournira l'application xCloud sur ses téléviseurs? Ça c'est la grande question. Alors tu m'aurais posé la question il y a quelques années, voire quelques mois, je t'aurais dit oui probablement parce que Sony, comme un peu l'ancien Microsoft, a des branches qui ne se parlaient pas du tout. La branche PlayStation ne savait pas du tout ce que faisait la branche télé, ce que faisait la branche film ou musique. Donc ça aurait totalement été possible. En revanche, maintenant, en fait, justement, ils sont beaucoup plus cohérents depuis plusieurs mois. On a vu des télés qui commencent à être certifiées PlayStation, etc., pour essayer d'un peu de faire marcher tout ça ensemble. Donc ça, je pense que c'est beaucoup moins probable maintenant que Sony, mais qui sait. Après, les télés de Sony, je crois, de mémoire, tournent sous Android Télé. Et donc peut-être que malgré Sony, en fait, à partir du moment où elles tourneront sous Android Télé, peut-être xCloud fonctionnera quand même. Malgré le bon vouloir de Sony quoi. Ouais, alors tu vois, moi j'ai un souci pas par défaut, tout simple, mais peut-être tu pourras aller l'installer quoi. Alors moi j'ai un petit souci, c'est que ma télé c'est une Sony, elle est Android télé, et par contre j'ai pas de Bluetooth sur ma télé. Donc il va me falloir un moyen de brancher mes périphériques Bluetooth sur ma télé. Et là j'aurais bien aimé que Microsoft me propose un petit dongle par exemple à brancher sur ma télé pour me permettre de me connecter directement sur xCloud, si imaginons que ma Xbox tombe en rade. Incroyable, j'ai l'impression que tu as peut-être connaissance du conducteur de l'émission avant quand tu poses ces questions. Oui, puisque Microsoft a évidemment Microsoft a effectivement une solution pour toi, Guillaume. C'est effectivement un dongle. Enfin, alors ils le précisent pas. Clairement, en fait, ce qu'ils annoncent, c'est qu'ils travaillent sur des appareils, plusieurs appareils, qui permettront d'ajouter le cloud gaming, xCloud, sur des téléviseurs ou des écrans. Non connectés, donc même surtout un bête écran, je pense aux étudiants notamment, peut-être qui des fois regardent la télé ou quoi à travers leur PC sur un écran vraiment un moniteur quoi, de PC fixe. Du coup, c'est ce genre d'écran qui est pas du tout connecté, on pourra peut-être brancher à quelque chose. Alors est-ce que ce sera une petite box, est-ce que ce sera un dongle HDMI, on sait pas trop, c'est pas très important non plus. Mais en tout cas, voilà, il y aura un petit appareil, probablement équivalent à un Chromecast, qui permettra de jouer à xCloud facilement et pour pas trop cher sur n'importe quel écran. L'avantage du dongle, Cassim, c'est que ça se branche de manière discrète derrière la télé et ça t'offre des possibilités très rapidement. Alors que si on a un boîtier, il va falloir le faire tenir quelque part. Et moi qui ai une télé maintenant sur support mural, je sais pas où je vais mettre mon boîtier. Tu vois, quelque chose de tout bête, c'est ça. Hein. Non mais clairement, c'est exactement ça. Après, du coup, ils se sont pas arrêtés là quand même. Ils ont encore annoncé d'autres choses vis-à-vis de xCloud au niveau des autres écrans qu'ils allaient viser, ou plus précisément des autres appareils qu'ils allaient viser. Et c'est avec une intégration native sur PC et console. Alors sur PC, ça peut surprendre peut-être certains parce que ils ont déjà lancé la version web il y a pas très longtemps en bêta. Là, on parle vraiment d'une intégration native. Alors sur PC, du coup, ce serait dans l'application Xbox qui sert aujourd'hui à télécharger les jeux du Game Pass, et aussi sur les consoles Xbox. Je vais y revenir, mais vraiment ce qu'ils veulent mettre en avant là, c'est des nouveaux scénarios du genre la possibilité de essayer un jeu en streaming avant de lancer éventuellement son téléchargement. Donc au moins, plutôt que de se lancer dans le téléchargement d'un jeu qui fait 100 gigas et ça se trouve il ne te plaira pas à la fin, à la place tu vas pouvoir cliquer, l'essayer. Et puis on verra, tu l'essayes et puis après tu te lances dans le téléchargement si jamais il te plaît vraiment. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, moi par contre qui m'intrigue, c'est qu'ils ne précisent pas les consoles qui seront visées par cette intégration native. Évidemment, il y a plusieurs couches un peu de lecture. Alors évidemment la série X elle est visée en premier, on l'imagine bien, c'est la nouvelle console. Le deuxième niveau de lecture c'est la série S, la console à pas trop chère, à 300 €, qui va permettre du coup à terme de streamer du coup des jeux série X
sur une console qui n'était pas conçue pour à la base. Mais donc ça peut être très intéressant si vous avez un écran 4K et une très bonne connexion internet. Ça peut être très intéressant à terme peut-être de passer par xCloud plutôt que par du jeu natif sur la console. Et puis le troisième niveau de lecture, là je pense à toi évidemment Guillaume, c'est encore une fois il faut la bonne connexion, mais c'est la Xbox One. Ça pourrait très bien, s'ils proposent l'application directement sur Xbox One, c'est-à-dire que du jour au lendemain la Xbox One a accès à tous les jeux, notamment les futurs jeux next-gen qui ne sortiront plus sur Xbox One, quoi. Ouais, c'est clair que c'est quand même... Moi, c'est le truc qui m'intéresserait le plus, parce que je veux garder le lecteur Blu-ray de ma console, et j'ai pas forcément besoin d'une puissance de calcul énorme, hein. Même, il me permettrait uniquement de streamer de la Xbox Series S, ça me suffirait à ce jour. À partir du moment où j'ai des temps de chargement rapides, et où je puisse faire peut-être du quick resume. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais par contre, tu pointes un peu du doigt donc l'idée donc de la mise à jour technique de xCloud. Ça aussi, ils l'ont annoncé. On aura donc ils ont dans le communiqué de presse, ils disent que ce sera qu'ils sont dans les dernières étapes de finalisation de tests internes pour passer en fait xCloud. On rappelle que actuellement ça tourne sur des Xbox One S. Oui. Et donc ils veulent les changer pour des Xbox Series X pour justement pour proposer du stream en 4K, pour évidemment que les temps de chargement soient beaucoup plus courts, que les jeux tournent beaucoup mieux, beaucoup plus fluides aussi, parce que le 60 images par seconde ça va permettre de réduire énormément la latence, et puis d'améliorer la qualité graphique des jeux, quoi. Et puis de pouvoir jouer aux jeux next-gen aussi, donc il y a beaucoup d'avantages à passer à la série X évidemment. Et donc cette transition, dans le communiqué de presse ils se disent juste qu'ils sont dans les dernières étapes. À l'oral, pendant la conférence, il disait carrément que ce serait dans les prochaines semaines que ce serait terminé. Wow. Donc l'échéance approche à vitesse grand V. Et donc clairement, enfin, on sent la perspective de se dire que d'ici 12 mois, on devrait avoir xCloud disponible un peu partout, un peu sur tous les écrans, en version next-gen. Et on pourra accéder à des jeux next-gen depuis un peu n'importe quel écran du moment où tu as la bonne connexion qui suit, quoi. Et ça, je trouve quand même que c'est quand même... c'est assez énorme, quoi, finalement. Ouais. Toi, c'est quelque chose que tu attends, Étienne ? Ce xCloud pour tous et partout ? Pour voir, autrement, pas... moi, pour ma part, je trouve que ça sera vachement sympa. Mais surtout, si on a la possibilité de conserver la série... Enfin, pas la série, mais la Xbox One comme machine pour streamer. J'avoue que jouer dans les transports sur un petit écran, c'est pas ce qui me tente le plus. Mais par contre, faire ça sur mon PC ou sur ma console, avoir les jeux de dernière génération, ça m'intéresserait vachement. Voilà. Moi, clairement, moi, je suis totalement d'accord. Non, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Pour moi, clairement, le streaming là dans les transports en commun sur smartphone, ça me semble pas très intéressant. Moi, c'est vraiment l'intégration au téléviseur que j'attends depuis longtemps et que je trouve beaucoup plus pertinente, et au sens large. Après, la Xbox One, j'intègre ça là-dedans aussi. C'est vraiment l'idée que d'éviter aux gens, en fait, de proposer aux gens du jeu console sans leur faire dépenser l'achat d'une nouvelle console, quoi. Et ça, je trouve ça vachement intéressant sur le papier. Évidemment, il faudra tester. Et un dernier mot quand même, juste pour dire, avant de laisser la parole à Étienne qui vient de revenir, pour dire que ça va permettre aussi, il ne faut pas oublier le multimodal, quoi, le fait de pouvoir, pour un joueur, on n'est pas obligé non plus de s'assigner à un seul mode de jeu. Et donc potentiellement, si par exemple tu as un PC de jeu qui fait tourner les jeux, ou une Xbox, mais que tu veux de temps en temps, par exemple au boulot, à midi, tu veux jouer à un jeu, tu pourras facilement passer d'un truc à l'autre, quoi. C'est-à-dire ta partie de Ori, tu peux y jouer chez toi tranquille sur une Xbox Series X, et à midi au boulot tu peux la reprendre sur ton PC portable grâce à xCloud, même si ton PC portable permet pas de faire tourner le jeu, tu vois. C'est ça qui est top. On peut imaginer plein de choses autour de ça, surtout quand les sauvegardes sont dans le cloud, quoi. Cassim, il y a eu une dernière salve d'informations qui sont sorties sur l'accessibilité, et alors ils ont appelé ça l'inclusivité. C'était assez vaste là. Bon, bien sûr, on connaît la manette adaptative qu'Xbox a présentée il y a déjà un petit moment,
Et là, par contre, ils ont parlé de plusieurs systèmes pour que l'écosystème Xbox soit plus, on va dire, plus bienveillant, j'aurais envie de dire, presque, auprès de ses utilisateurs, avec des systèmes de filtres adaptables pour les utilisateurs, au niveau du langage qu'il pourrait y avoir, notamment, et la création d'outils comme la lecture des textes des chats ou l'écriture des paroles d'un joueur dans des chats qui sont possibles, et donc ces réglages qui se feraient par la simple coche d'une case dans les paramètres. Donc ça, il y a des choses comme ça. Après, ils ont parlé aussi de... Alors, j'ai lu rapidement l'article, mais il y avait d'autres choses au niveau des minorités qui étaient mises en avant, ou ce genre de choses, également. Oui, c'est encore une fois dans leur philosophie d'essayer de rendre... de faire jouer, que tout le monde puisse jouer à des jeux Xbox. Forcément, t'as envie que personne se sente... pas entre guillemets maltraité, se sentent ou ignorés du moins, exclus ou ignorés. Donc ils font énormément d'efforts dessus. Et puis là, pour le coup, on sait, on sait qu'au-delà du marketing, chez Microsoft, il y a vraiment une culture sur l'inclusivité qui est complètement, égoïste, le mot est méchant, mais par rapport au fait que c'est Satya Nadella dont l'enfant est en situation de handicap, donc forcément il est proche du sujet, et il a complètement insufflé dans l'entreprise la culture de l'inclusivité, ce qui est très bien, donc c'est pas très grave, mais au moins ça voit que c'est surtout pour dire que ça dépasse le côté juste marketing de oh là là, on est gentil avec tout le monde, quoi. C'est plus concret que ça, quoi. Et donc oui, sur Xbox là, donc la nouvelle étape qu'ils annoncent, c'est notamment des fonctionnalités de synthèse vocale et de transcript du vocal en texte pour pouvoir intégrer plus de personnes dans les chats vocaux, même sourdes ou muettes, quoi. Donc c'est plutôt une bonne chose, ça c'est sur la côté vraiment accessibilité. Et puis sur la toxicité, oui, pour les minorités, ils essayent vraiment de réduire la toxicité sur les réseaux, et notamment d'ajouter des filtres pour bloquer les demandes de messages, etc. Donc tu vas pouvoir mieux configurer ton espace pour être un peu plus en confiance dans ton espace en ligne. Et puis au-delà de ça, là c'est des fonctionnalités vraiment bêtes et méchantes dans Xbox. Mais au-delà de ça, dans la conférence, en fait, ils expliquaient, à mon sens c'est très juste, mais il va falloir qu'ils fassent leurs preuves, que pour toucher les milliards d'utilisateurs qui veulent toucher partout dans le monde, là, il va falloir intégrer plus de monde divers dans les équipes Xbox, parce que ils peuvent pas c'est pas entre 5 Américains blancs mecs qui vont réussir à convaincre quelqu'un qui vit en Inde, quelqu'un qui vit en Afrique du Sud, et je sais pas moi, quelqu'un qui vit en Europe, d'arriver d'intégrer forcément de s'abonner au Game Pass, quoi. Non, c'est clair. C'est beaucoup plus simple, évidemment, quand t'as une équipe qui est diversifiée, qui vient de tout horizon, et qui peut chacun amener un peu sa pierre pour créer quelque chose de plus cohérent internationalement, quoi. Et on sait qu'en plus Microsoft, moi j'ai bien aimé, c'est que dans le discours là, dans la conférence, Phil Spencer explicitement dit pour le public non anglophone, en fait. Donc il vise clairement en dehors des États-Unis, en dehors du Royaume-Uni, quoi. Là où Microsoft, justement, est souvent tendance à oublier qu'il y a un monde en dehors des États-Unis et en dehors des États-Unis et du Royaume-Uni, quoi. Donc on leur a beaucoup reproché ici, donc c'est plutôt une bonne chose. Ouais, c'est clair. Tu veux dire que Microsoft, c'est le nouveau Sense8, par exemple? Il y a un peu de ça, mais surtout j'espère que du coup la traduction s'améliorera aussi. Par exemple. Donc voilà. Donc j'espère que tout ça se concrétisera. Rapidement, juste on a oublié de mentionner un petit élément. Ils ont confirmé aussi qu'ils travaillaient sur une nouvelle Xbox. C'est vrai. Personne ne sera surpris a priori personne ne sera surpris qu'ils travaillent sur un nouveau Xbox. Spoiler alerte, PlayStation travaille sur sa PlayStation 6, Nintendo travaille sur sa prochaine console. Mais l'idée, c'était vraiment de faire comprendre aux gens, Cassim, que le cloud n'allait pas supplanter tout le reste, qu'il y a toujours des gens qui allaient vouloir jouer avec leur machine en local et qui pourraient toujours le faire. Il faut rassurer les gamers. Les gamers sont facilement effrayables, donc il faut les rassurer.
Et donc c'était la meilleure façon de le faire, c'était de confirmer, vous inquiétez pas, on travaille sur une nouvelle Xbox. Alors évidemment ils disent pas quand elle sortira, ils disent même pas si ce sera une console de mi-génération, de nouvelle génération, etc. Évidemment on est beaucoup trop tôt pour en parler, mais voilà, il y aura une future Xbox un jour. C'est ça. Écoute, je crois que tu as dit l'essentiel. Après, on peut rappeler qu'il y aura une conférence Xbox, Xbox, pas Microsoft, hein. Xbox ce dimanche qui arrive, donc ça devrait faire le 13 pour l'E3 qui aura lieu uniquement en numérique, Cassim. Alors oui et non. Alors effectivement, elle sera diffusée en numérique partout dans le monde et c'est à dimanche à 19h de mémoire, heure française, heure de Paris. Et ce sera la conférence Xbox Bethesda. Mais par contre, si vous êtes justement en région parisienne ou sur Paris, vous serez peut-être intéressé d'aller la voir dans une salle avec d'autres fans Xbox. Il y a le site Xbox Squad, qui est un très bon site au demeurant, qui organise un petit événement dans une salle. Ils ont réservé une salle près de Paris pour suivre ensemble la conférence, si vous avez envie de suivre ça en physique avec d'autres gens et vous mettre un peu dans l'esprit justement un peu pas concert mais tu vois un peu festif quoi, communautaire. C'est un joli rendez-vous. La place je crois que c'est 10€ et que tout l'argent revient à une association justement d'intégration. Voilà, je trouve que je voulais le mentionner. C'était une petite information sympathique pour ceux qui sont sur la région parisienne. Merci Cassim pour toutes ces infos. Bon Étienne, c'est dommage qu'on n'ait pas pu t'entendre plus avec ton casque qui grésille, qui fait des interférences. Est-ce que là on va t'entendre pour te dire au revoir ? Je ne sais pas, au cas où. Ah on a entendu un petit peu, mais on verra. On va t'appeler l'homme qui grésille ce soir. Si quelqu'un a le logiciel pour décoder, ça serait top. Ouais, c'est un cryptage de nouvelle génération. Allez, en tout cas, nous on se retrouve normalement. Alors, est-ce qu'on fait un petit épisode spécial la semaine prochaine pour vous parler de ce qui a été annoncé lors de la conférence 3 ? Peut-être. Sinon, on se retrouve après le 24 juin pour parler de ce qui a été annoncé pour Windows 11, comme on le suppose. Merci Cassim d'avoir été là, merci Étienne, portez-vous tous bien et à dans une semaine ou deux. Ciao. Ciao. Bye bye. Ceci.